ce démarrage un peu à l'arrache. Je vais vous parler avec deux autres personnes qui sont François et Sébastien qui vont me rejoindre tout à l'heure. Je vais vous parler de Windows Azure HD Insight et de la façon dont ça peut être mis en œuvre. Donc on va commencer par expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne, puis ensuite comment est-ce qu'on l'utilise. Et avant ça, en fait, à quoi ça sert? Enfin, est-ce que vous êtes allé à la session avant qui était dans cette même salle sur HD Insight? Qui est-ce qui était à cette session de Romain? D'accord. Donc il y a une bonne partie, effectivement. Vous avez dû voir comment est-ce que ça s'utilise avec la BI, comment est-ce que c'est complémentaire, etc. Si je devais résumer en fait l'utilisation de HD Insight par rapport à SQL Server, je dirais que c'est une façon d'utiliser Hadoop donc as a service et donc de pouvoir être capable de transformer un grand nombre de fichiers, enfin souvent ce sont des fichiers texte, un grand nombre de fichiers en les répartissant sur un cluster et que ce cluster peut avoir un certain nombre de nœuds en fonction du traitement que vous avez à faire. Vous allez créer le cluster, vous allez traiter les données et ensuite vous allez rendre le cluster de façon à plus le payer et continuer avec les données que vous avez récupérées. Donc en fait, HD Insight, c'est complémentaire évidemment du relationnel dans le sens où effectivement vous traitez plutôt des données non structurées ou en tout cas des données qu'on retrouverait dans des fichiers texte. Et les exemples typiques sont des fichiers log de web. Et puis de façon très répartie, ce qui est moins le cas du monde relationnel où on a besoin évidemment de mettre en relation les différentes tables et donc on a besoin d'être plus ou moins au même endroit. Donc, après cette brève introduction, je vais vous montrer quelques éléments sur HD Insight et les nouveautés qu'il peut y avoir. Et puis, on va voir quelques exemples avec des démos avant de voir l'utilisation chez vTraffic. Donc, en fait, HD Insight, c'est Windows Azure plus Hadoop, enfin, ou disons, l'utilisation de Hadoop dans Windows Azure. Donc c'est une solution qui est complètement basée à partir de Apache Hadoop. On a travaillé avec Hortonworks, qui est un des committeurs, une des entreprises où il y a un grand nombre de committeurs sur Hadoop, qui est un framework open source. Hein. Et donc pour faire deux choses, le porter sur Windows Server, puisque à la base il est écrit sur Linux, et puis également le porter sur Windows Azure et là le porter en tant que service. Donc pour ceux qui connaissent Windows Azure, en fait ça tourne dans des worker roles. Un des buts également, c'est de pouvoir avoir des insights à travers Excel. Donc soit parce qu'on va interagir avec les données qui sont dans le stockage de Hadoop, enfin le stockage de HD Insight depuis Excel directement, soit parce qu'on va piloter des requêtes directement les lançant depuis Excel avec le driver DBC. On a une certaine agilité dans le déploiement puisqu'effectivement on va pouvoir lancer ce déploiement par exemple depuis des scripts PowerShell. On va évidemment avoir une adaptabilité avec le monde de l'entreprise puisqu'on va récupérer un peu tous les mécanismes de fonctionnement qu'on va avoir sur Azure en général. On peut développer en .NET, en Java, et puis également ce qu'on va voir principalement là, dans des langages de script qu'on appelle PyHive. Et puis, alors c'est créé sur la plateforme Hortonworks. Donc Hortonworks, c'est cet organisme, donc cette société qui a pas mal de committeurs Hadoop. Donc en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que on a travaillé donc avec Hortonworks. Microsoft fournit HD Insight sur Windows Azure et Hortonworks fournit en gros Hadoop sur Windows Server, donc avec la plateforme HDP Hortonworks Data Platform for Windows. Donc si vous voulez installer chez vous sur un cluster de machines Windows une version d'Hadoop, vous allez pouvoir le faire en prenant cette version HDP de Hortonworks. Et donc c'est un peu comme ça qu'on se répartit les choses, sachant qu'après il y a un mix des deux qui est qu'on déploie également cette version-là
un peu customisé dans PDW, donc le Parallel Data Warehouse, qui est l'appliance Big Data de Microsoft. Alors, comment est-ce que HD Insight se présente? Donc, ça, ce sont des slides qui sont assez récentes, en fait, c'est depuis que c'est sorti, donc c'est sorti le 28 octobre. Donc, en gros, on peut voir ça de la façon suivante. On va avoir effectivement l'extérieur de HD Insight, où on va pouvoir effectivement interagir avec le cluster. Donc, on va interagir avec le cluster soit de façon interactive en se connectant en remote desktop sur ce cluster, soit en exécutant des jobs via le SDK, alors via l'UX, on va principalement pouvoir dire comment est-ce que je me connecte en RDP, on va pouvoir regarder s'il y a des jobs de map et de reduce qui se sont exécutés et tout. Et puis, le Azure SDK va lui-même utiliser Templeton. Templeton étant en fait un moyen, ou WebH4 en fait, qui est un moyen classique de Hadoop pour pouvoir soumettre des jobs à un cluster. Donc on va soumettre les jobs au cluster. Ces jobs-là vont pouvoir être des jobs Pig, Hive ou MapReduce. Donc après, il y a des mécanismes au-dessus enfin, à côté de Pig et de Hive qui sont hcatalogue pour avoir une vue des schémas des données non structurées tels qu'on les définit, qui soient communes entre Pig et Hive, et puis Ambari qui va permettre également de gérer le cluster. Donc là, ce sont les différentes briques qui ont été assemblées, sachant qu'on a également Scoop et Oozie. Donc Scoop, ça veut dire SQL to Hadoop, ou Hadoop to SQL, en fait, ça marche dans les deux sens, c'est pour transférer des données d'un monde à l'autre. Sachant qu'il y a d'autres moyens. Et puis Oozie, c'est pour exécuter un certain nombre de jobs les uns après les autres, les enchaîner. Donc avoir une sorte de framework, de workflow, qui s'exécute sur le cluster. Ensuite, Hadoop s'appuie classiquement sur un système de fichiers distribués qui s'appelle HDFS, comme Hadoop Distributed File System, qui correspond à deux choses. Un, une implémentation, et deux, une interface, ou plutôt dans l'autre sens, une interface et une implémentation. Sachant que on propose comme autre implémentation de cette même interface HDFS WASB, comme Windows Azure Storage Blob, qui est en fait l'interface HDFS, mais implémentée sur le stockage de Windows Azure. Et un des gros avantages de ça, dans le cloud, puisque là on est dans le cloud sur Windows Azure, c'est que comme ce stockage-là existe indépendamment de Hadoop, on va pouvoir arrêter le cluster qui est ici et continuer à utiliser les données qu'on a calculées, ou également continuer à alimenter en données un repository, enfin un ensemble de... En gros, un repository, c'est un répertoire avec plein de fichiers, dans lequel on va pouvoir rajouter des fichiers. Par exemple, si on a des logs de serveurs web, si on est dans Azure Web Sites, par exemple, il peut lui-même pousser automatiquement dans Azure Blobs ces logs IIS. Donc on peut continuer à pousser ça, sachant qu'ici c'est éteint et donc ça coûte quasiment rien. Donc le fait d'utiliser Azure Blobs va permettre justement cette élasticité au niveau du cluster Hadoop. Autre avantage également, par rapport à du HDFS, et encore parce qu'on est dans un scénario, et encore une fois parce qu'on est dans un scénario cloud, c'est le fait qu'on puisse démarrer aussi plusieurs clusters HD Insight sur un même repository ou sur un même ensemble de données pour faire des choses différentes. Donc une autre façon de voir cette même architecture, c'est, sauf que là il y a un bonhomme, c'est le fait de dire je vais me connecter donc à une passerelle pour accéder au cluster de façon à m'y connecter en remote desktop ou en Templeton pour pouvoir soumettre des jobs. Et puis, donc là, je vais accéder au head node et aux worker nodes qu'il y a dans le cluster HD Insight. Et puis ensuite, eux-mêmes vont s'appuyer sur le storage Azure, sachant que, effectivement, encore une fois, si j'arrête ça, je peux encore utiliser cette partie-là.
Pour information, ce système d'Azure Storage, c'est le même que celui sur lequel il y a les disques virtuels des machines virtuelles. C'est le même sur lequel... Enfin, c'est un storage qui est utilisé pour beaucoup de choses dans Windows Azure. Donc, on va faire quelques démos, montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, alors je ne sais pas ce que ça va donner en 2024, mais on va voir. Donc là, si je vais dans un portail Windows Azure, j'ai toutes les rubriques avec des sites web, des machines virtuelles, etc. etc. Et parmi ces rubriques-là, il y a une des rubriques qui est HD Insight ici, où là, je vois les clusters qui ont été créés. Donc là, j'ai deux clusters, un qui s'appelle Hadoop sur Azure 2.1 et l'autre Hadoop sur Azure 2.1b. Et donc, si je veux recréer un nouveau cluster, en fait, ce que je fais, c'est que je vais dans le portail et puis je dis, voilà, je veux créer un nouveau cluster, donc démo 13.12.03a, par exemple. Donc, il faut que ce nom soit unique. Ensuite, je choisis, alors si j'ai plusieurs abonnements, là c'est mon cas, je choisis l'abonnement dans lequel je veux mettre ça. Ensuite, le nombre de nœuds que je veux mettre dans mon cluster. Alors, quand je crée un cluster 3 nœuds, ça me crée 4 machines parce qu'il y a le head node en plus. Donc j'ai le head node plus les 3 worker nodes qui sont ici. Et puis ensuite, je choisis une version. Donc j'ai la version 1.6 ou la version 2.1 qui correspondent aux versions 1.1 et 1.3 de Hadoop. Donc peu importe. Donc là, je vais dire je prends la version 2.1. Ensuite, je choisis un username. Donc le username, en fait, on peut l'appeler un peu comme on veut. Je pense qu'on ne peut pas l'appeler HDP ni peut-être administrator. Mais donc là, moi, j'utilise Cornac puisque en général, on est toujours dans le monde de l'éléphant. Donc Cornac étant un conducteur d'éléphant, je trouve ça assez pratique d'appeler mon cluster comme ça. Donc là, je vais lui donner un mot de passe. Voilà. Alors ensuite, j'ai Hive ou Uzi Metastore. Donc ça, je vous dirai un peu plus tard ce que c'est, mais en gros, c'est pour quand on arrête et qu'on redémarre le cluster, en fait, qu'il puisse garder les métadonnées dans une base Azure SQL Database. Donc là, je ne l'utilise pas. Ensuite, je lui dis quel storage je veux utiliser. Donc là, par exemple, j'ai un storage, un compte de stockage qui s'appelle ASV North Europe. Donc je vais utiliser celui-ci. Et puis, je vais lui dire de créer un conteneur pour ce cluster-là. Donc, c'est-à-dire, alors le conteneur, en fait, c'est un répertoire de premier niveau au niveau du blob storage, donc au niveau du stockage Windows Azure. Donc, je vais lui dire d'utiliser ça. Donc là, il va me créer en gros un démo 13.12.03a au niveau du compte de stockage. Et puis ensuite, je fais complete et ça va me lancer la création du cluster. Donc ce compte de stockage, en fait, on le voit aussi ici. Donc là, j'ai quelques comptes de stockage, dont entre autres ASV North Europe qui est ici. Et si je regarde la liste des containers, normalement, il a dû me créer, ou il est en train de me créer, on va le voir après, un conteneur démo, enfin, qui a le même nom que le nom du cluster, sachant que je vois aussi les conteneurs en fait, des autres clusters que j'ai créés. Une autre façon de voir ce même compte de stockage, c'est via cet outil-là. Alors, il y en a plein, hein, des outils qui permettent de faire ça, mais en gros, ici, je vais lui donner le compte de stockage que j'utilise et puis une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais pouvoir aller dans les différents conteneurs qui sont ici. Donc si je rafraîchis, je le verrai tout à l'heure et créer son conteneur. Donc là, je peux suivre la création du cluster. Donc le cluster a été accepté et puis il est en train de le raccrocher au compte de stockage. Donc, très bien. Alors, deuxième démo, la partie PowerShell. Donc, en fait, on a la possibilité de créer ça depuis PowerShell. Donc, si on va sur, sur le navigateur, voilà. Donc, en fait, on a des commandelet PowerShell. Alors, qui utilise PowerShell régulièrement parmi vous?
Et pas tant que ça, je m'attendais à plus de personnes. C'est génial. Donc, donc en fait, vous avez si vous allez dans Download sur Windows Azure, de façon générale, vous avez les Command Line Tools. Et dans les Command Line Tools, vous avez les Windows Azure PowerShell, donc qui permettent eux-mêmes de faire le lien avec un compte Windows Azure, qui permettent d'automatiser la création d'une machine virtuelle ou même automatiser la création d'un cluster SharePoint sur des machines virtuelles, etc., etc. Donc ça, vous commencez par installer cette partie-là. Ensuite, il y a une deuxième série de commandelets à installer qui sont celles qui sont sur hadoop-sdk.codeplex.com, qui comprend principalement deux choses. Des librairies en .NET qui permettent de manipuler un cluster HD Insight, qui permettent par exemple de soumettre des jobs, qui permettent de récupérer l'état des jobs, etc. Qui permet aussi de développer en MapReduce en C#. Au-dessus de ces librairies .NET qui permettent de manipuler le cluster HD Insight, on a entre autres des commandlets PowerShell qui permettent de le manipuler, mais cette fois-ci en script. Donc là, vous allez ici, vous avez un lien en fait qui va vers, vous voyez, vers ce lien qui est en fait un lien vers le download microsoft.com. Donc très bien. Donc une fois que tout ça est installé, vous pouvez aller donc ici dans un PowerShell ISE, donc cet éditeur-là. Et là, si vous créez un nouveau script, vous pouvez faire par exemple, alors disons que je crée un script très impressionnant. Je fais dire, et effectivement, quand je l'exécute, en bas, il m'affiche le résultat. Je suis dans un répertoire, ah oui, je suis dans système 32. Donc voilà, donc ça c'est PowerShell. Donc si on utilise ça ici, donc là j'ai un certain nombre de commandes qui sont ici. Donc en fait, ici j'ai principalement le fait que j'importe le module Azure et le module HD Insight. Donc il y en a un qui a un nom plus long que l'autre. Et une fois que j'ai importé ça, je vais aller créer un ensemble, je vais donner un certain nombre de variables, etc. Enfin, dire sur quel abonnement je veux travailler, etc. etc. Et la partie intéressante, c'est le fait que ici, je vais pouvoir dire je crée mon nouveau cluster HD Insight. Donc la création du cluster HD Insight se fait de la façon suivante. C'est New Azure HD Insight Cluster Config. Donc on crée une config dans laquelle on dit qu'on veut 3 nœuds par exemple. Ensuite, avec des pipes, on va dire ce qu'on veut faire de ce cluster. Donc on va par exemple lui ajouter un storage, on va lui ajouter le Metastore Hive, ça c'était la case à cocher, je vous ai dit que je vous en parlerai tout à l'heure. C'est pas encore. Ensuite, et à la fin, je dis, toute cette config, en fait, je vais la passer au commandlet New Azure HD Insight Cluster qui va lui-même effectivement créer le cluster. Donc si vous voulez recréer un cluster, si vous créez un cluster régulièrement, par exemple, plutôt que d'aller le faire dans le portail, vous allez le faire plutôt par ces moyens-là. Et puis, vous pouvez également lancer des jobs. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait après. Très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voir votre cluster. Alors, je vais vous montrer sur le cluster que j'ai déjà. Donc, si on va sur HD Insight, où est-ce qu'il est, hop. HD Insight, il est au-dessus. Il est au-dessus. Donc, si je vais sur ce cluster-là, j'ai un dashboard avec effectivement le nombre de maps qui sont en cours d'exécution ou le nombre de reduce, puisque c'est à base de MapReduce. Cet écran-là qui montre grosso modo la même chose. Et configuration dans lequel on va pouvoir dire, quand on vient de créer le cluster, en fait, on va dire j'autorise la connexion en remote desktop sur mon cluster. Et puis après, je vais pouvoir faire connect. Et quand je vais me connecter en remote desktop, je vais pouvoir me connecter ça va me télécharger un point RDP.
Et quand je vais ouvrir ce point RDP, je vais me retrouver connecté sur le head node. Alors là, je vais vous le faire un tout petit peu différemment ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme on est en 1024, je vais changer un tout petit peu les choses. Auto hide. Voilà. Et puis ici, je vais faire Reconnect Group. Donc j'ai un tout petit peu bidouillé pour pouvoir me connecter aussi sur les worker nodes de façon à ce qu'on puisse voir en fait le cluster de cette façon-là. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on voit, c'est le head node qui est ici, sur lequel on se connecte normalement, et puis là aussi des worker nodes qui sont ici. Donc qui eux, donc on va se mettre juste comme ça. Hop. Et non, voilà. Donc sur le head node, qu'est-ce qu'on a donc quand on se connecte, en fait à la base le Hadoop ça a été fait sur Linux. Donc quand on l'a porté sur Windows, on s'est dit il faut que ça ressemble. Donc on a fait ça. Et maintenant ça ressemble. Et du coup on peut faire un Hadoop fs-ls/ par exemple. Ce qui va nous permettre de voir ce qu'il y a à la racine de notre système de fichiers distribué par défaut, qui dans HD Insight se trouve être en fait le conteneur du compte de stockage. Donc par exemple ici, quand j'ai fait un Hadoop fs-ls de la racine, alors donc quand on dit on peut faire Hadoop fs ou Hadoop dfs, c'est pareil, Distributed File System. Ça veut dire qu'en fait, c'est une commande Hadoop sur le système HDFS. Donc si je regarde le système HDFS ici, c'est l'implémentation Azure. Donc j'ai exemple Hive, MapRed, etc. Et en fait, je suis sur ce cluster-là. Donc en fait, je vois exactement ce que je vois ici. C'est exactement la même chose. Donc c'est une façon, vous voyez. Donc exemple Hive, MapRed. Alors comment est-ce que je peux faire pour faire un truc comme ça? Hop. On va jouer au jeu des 7 différences. Hop. Voilà. Exemple, Hive, MapRed. Voilà. Les fichiers qui sont là, en fait, ce sont des métadonnées en fait, pour le système de fichiers. Donc voilà, en gros, le cluster sur lequel on peut manipuler les choses comme ça. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui est important, qui est ici, qui est le job tracker et qui permet de voir en fait quels sont les jobs qui sont en train de s'exécuter. Donc là, j'en ai aucun. Et puis, quels sont ceux qui se sont terminés, quels sont ceux qui ont planté et qui ont été supprimés. Donc, est-ce que j'en ai des plantés? Non, peut-être pas. Bon. Donc, ça s'est plutôt globalement bien passé. Donc, très bien. Donc, voilà. Alors, ensuite, démo suivante, exécution en Pig et en Hive. Donc, j'ai des jobs Pig et Hive que je vais pouvoir exécuter. Donc je vais aller dans un répertoire comme qui est là. Alors, Pig, submit Hive Python, c'est pas ça, Pig and Hive, voilà. Donc j'ai l'exécution de mon job Pig et Hive qui est ici, alors que j'ai scripté aussi. Donc je vais le lancer et puis après je vous dis de quoi il s'agit. Donc le but ici c'est de vous montrer du code Pig, du code Hive et puis de voir son exécution. Donc en fait ici toujours le même principe, depuis PowerShell je dis que j'utilise mon cluster. Je dis ensuite que j'ai un job Pig qui se trouve être dans tel répertoire. Donc là, il se trouve dans mon répertoire démo, enfin du blob storage. Hein. Il s'appelle islogspeaks.txt. Et puis ensuite, je lui dis que je veux lancer ce job. Je fais la même chose pour mon autre job qui est le job Hive. Et puis ensuite, je vais attendre ici que les jobs se terminent. Alors, je vous montre à quoi ressemblent ces deux jobs-là et ce qu'ils essayent de faire, en fait. Donc, les deux, en fait, s'appuient sur des données qui sont ici, dans ISLogs. Et, en fait, on cherche à faire une projection et un filtre. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. En gros, c'est des fichiers qui ressemblent à celui-ci. Donc, je vais vous montrer celui-ci.
Donc dans ces fichiers-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut projeter, on veut récupérer juste l'heure qui est ici, qui est le deuxième champ, et puis le septième champ qui est l'URL. Et puis on veut les trier par, heure et par URL. Donc en fait, je vous montre juste à quoi ressemble le code pig et hive. Donc en eslogs, alors hop, on va mettre ici. Donc pig et hive, en fait, ce sont deux langages de scripting qui font grosso modo la même chose. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a un qui a été fait par Facebook et l'autre qui a été fait par Twitter. Facebook a fait le hive et Twitter a fait le pig. Donc le pig, celui de Twitter, il ressemble à ça. On dit je veux charger des données qui sont dans ESLogs à telle adresse. Donc l'adresse, peu importe, enfin en gros ici c'est le conteneur et puis ensuite c'est le compte de stockage. Et ensuite c'est dans data et c'est ESLogs. Et pour chaque élément de A, je veux générer la deuxième et la septième colonne. Ensuite je veux ordonner ça par ItTime et par URL et stocker le résultat dans ESLogsOut pig, dans mon chemin par défaut. Et en Hive, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va dire je veux faire un insert de ESLogsOut, select ItTime URL from ESLogs, order by ItTime et URL. Donc les deux font la même chose, mais avec des moyens, enfin avec une syntaxe très différente. Autre point important dans Hive ici, c'est le fait qu'on déclare des données en disant voilà, je veux voir ce répertoire-là comme une table. Et je veux voir ce répertoire de destination comme une autre table, et du coup, après, je vais pouvoir manipuler mes tables. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait ici. Et donc, quand ça s'est exécuté, aussi, on voit ça. Donc, on va voir les... Oui, donc c'est toujours en train de s'exécuter, très bien. Et on va regarder ici. Donc là, si je regarde mon cluster, à quoi il ressemble, bon, ça n'a pas l'air de l'émouvoir énormément. Mais ici... Hop. Alors, il est peut-être juste terminé. On va regarder dans ce cas-là le résultat. Donc Hadoop. Hop. Donc là, on a le ESLogsOut Hive et ESLogsOut. Donc là, qui a aussi un fichier plat. Donc si je télécharge ces fichiers-là, hop, je vais vous les montrer dans ce répertoire-là. On va effacer tout ça. Donc ça, c'est le fichier Hive. Voilà, et puis après, j'ai le pig qui est ici. Donc quand on regarde à quoi il ressemble, en fait, hop, je vais mettre là et là. Donc il se ressemble, hein. Alors attendez, si je ferme les autres, hop, hop, et hop. Donc il se ressemble, si je vais vers la fin, il y a une petite différence vers la fin, je crois. Parce que j'ai tout lu hier. C'est la façon dont Hive traite les nuls, en fait, qui est un peu différente. En fait, ce sont les en-têtes à la fin. Ça c'est en pig. Et donc si je vais à la ligne 592 015, voilà, donc là dans Hive, en fait, je vois des anti/n qui correspondent aux nuls, alors que dans pig, il me met juste ça. Donc ils traitent les données un tout petit peu différemment, et encore là ce sont pour des données qui ne m'intéressent pas, puisqu'en fait ce sont les données d'en-tête. En fait. Donc typiquement dans le job d'après, ce qu'on ferait, c'est qu'on dirait where l'heure commence bien par un chiffre, par exemple, pour virer tous les artefacts, enfin toutes les exceptions. Donc voilà, il y avait une dernière démonstration qui était le fait d'exécuter du Hive avec du Python, puisqu'en fait on peut faire du procédural et ensuite se balader sur du relationnel, enfin
avec du langage à la relationnel, Hive, et puis ensuite aller faire ça en procédural, mais c'est quelque chose qu'on va voir dans la partie d'après, donc je vais passer sur cette démonstration puisqu'on est un peu en retard. Très bien, donc François, je te laisse la main. Ouais. Bonjour, je m'appelle François Simoès, je suis le responsable des opérations en l'occurrence c'est notre nom qui s'appelle Vetrafic, mais de la société Média Mobile en fait. On est une petite filiale du groupe TDF, Télévision en France, c'est ceux qui diffusent la télé et la radio en France. Et nous, notre petite filiale à nous, notre boulot c'est l'infotrafic, c'est faire sauter les bouchons. Pas seulement les bouchons de champagne, mais vraiment les bouchons de chaque circulation. On fait en sorte que nos clients aient la meilleure infotrafic possible et Peut-être que tu parles dedans, je sais pas. c'est mieux. Non, ça marche pas. Essayez. Pas grave, je vais Vas-y, je parler continue. assez fort. Donc nous, notre vitrine, c'est notre site Vetrafic, vetrafic.com. On est aussi présent sur les sites mobiles. D'ailleurs, on a une belle appli mobile sur Windows Phone. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent déjà Vetrafic dans la salle. Ouais. Voilà. Alors notre boulot à nous, c'est d'avoir d'agréger tout un tas d'informations qui concernent des bouchons, des événements, des accidents, tout ce qui va bien, ce qui concerne l'infotrafic. D'agréger tout ça et de faire des jolis dessins et aussi des calculs d'itinéraire, de présenter pas mal de choses. Voilà. Donc en gros, ça se résume à ça. On fait un petit peu comme le fait notre concurrence. On va chercher les données publiques, les données qu'on achète. Et nous, par rapport à notre concurrence, le gros intérêt, c'est qu'on crée aussi de la donnée infotrafic. Alors, ça, c'est pas très parlant, mais en gros, on reçoit énormément de sources de données. On en crée avec ce que je vais zoomer un peu sur le FCD. On en crée, on a des profils, on a des FCD, on a les données publiques, les données privées. On fusionne tout ça dans une espèce de grosse moulinette. Alors on est très friand des technos Microsoft, donc on utilise beaucoup de SQL Server là-dessus. Et après on rediffuse ça sur le web, sur le TMC et sur le TPEG. Le TMC et le TPEG, c'est les ondes, version analogique, version numérique, donc la radio numérique, on est très présent là-dessus et ça tombe bien, on fait partie du groupe TDF. Et on diffuse ça aussi sous toutes ses formes. Le web, on alimente par exemple des gens comme TomTom, comme d'autres clients. Voilà. En gros, on est une grosse moulinette, on agrège toutes les données et on rediffuse sous toutes ses formes. Voilà. Et particulièrement sur le... bon, je vais passer l'animation. Hein. Voilà. Particulièrement sur ça, le FCD, c'est là-dessus où on a un flot énorme de données. Parce que par rapport à la concurrence, il y a certains axes qui sont renseignés, mais certains axes qui ne sont pas renseignés et que nous, on essaye de renseigner en créant de la donnée. Comment on crée de la donnée? On utilise un système qu'on appelle le FCD. Je vais essayer d'aller assez vite parce que le but, c'est HD Insight, c'est pas trop notre métier. Mais le FCD, c'est Floating Car Data, c'est-à-dire qu'on suit des tas et des tas et des tas de véhicules. Alors, vous imaginez le gros volume de données, on commence à rentrer dans le big data. Et on regarde comment ça se passe. Donc là, il y a les 5, on va dire les 5 étapes. Les automobilistes envoient leur position et leur déplacement via leur GPS ou des flottes de véhicules. Et donc on a la latte longue de départ. Ils les fournissent, les données de géolocalisation. En fait, on reçoit tous ces flots de données-là. On collecte ce flot de données, on agrège, on en fait une grosse moulinette, suivi du véhicule sur le réseau entier. Et on détermine la vitesse. Et de là, on détermine si c'est rouge, vert, et on fait des petites couleurs sur le site Vetrafic. D'accord ? Donc, on utilise le flot de véhicules pour créer de la donnée là où il n'y en a pas, ou là où les gens ne sont pas renseignés habituellement, où la concurrence n'est pas renseignée. Et donc, on achète ce genre de données-là, on achète des fournisseurs, le suivi de leurs véhicules, notamment des boîtes de taxis comme Taxi G7, des boîtes de... je ne sais plus quels sont les noms, mais on suit leurs véhicules, on reçoit leur position, et de là, on en déduit, surtout sur les axes qui ne sont pas renseignés par les sources publiques, là où il y a du vert et du rouge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai un vrai besoin, qui est un besoin exprimé par mon chef, qui dit « Moi, j'achète ces données auprès de fournisseurs, mais je veux être sûr que les données qu'ils m'envoient
donc qui sont centralisées, elles sont bonnes, ou alors elles renseignent bien les zones qui sont vraiment pas couvertes habituellement. Et ça coûte assez cher d'acheter ça à un fournisseur. Donc mon chef, il m'a dit, je veux savoir quels sont les axes couverts par ce fournisseur-là, et je veux savoir sa fourniture, et je veux savoir, via un rapport, si le prix qu'il me fait payer correspond bien au nombre de véhicules qu'on reçoit par minute, par heure, par seconde, par axe et compagnie. Donc, on a commencé pour répondre aux besoins du chef, pour les négociations après au prix avec le fournisseur, la méthode SQL Server. Alors, on ne va pas décortiquer le code qui est là, parce qu'il est un petit peu compliqué, mais en gros, c'est une procédure stockée dans laquelle on lui fait avaler les archives FCD. On a une table avec les données spatiales. En gros, c'est une table avec tous les polygones qui correspondent aux 36 000 cantons de France. Et après, avec cette procédure stockée, on fait un matching, c'est-à-dire pour chaque position, sur les 36 000 polygones, dis-moi dans lequel il a été déclaré, et on suit comme ça tous les véhicules. Alors, cette procédure stockée-là, quand on la lance sur un serveur SQL, voire plusieurs, sachez que nos fournitures FCD, juste pour un fournisseur, pour un mois, c'est 37 millions de positions. 37 millions multipliés par 36 000, le nombre de polygones, à chaque fois qu'on fait sur ce genre de choses. Là, on s'est dit, avec cette procédure stockée-là, on ne s'en sort pas. Ou alors, mon chef, il est patient, la réunion est déjà passée avec le fournisseur, on lui donne le résultat plus tard. Ça va, je suis encore dans les temps, c'est bon. Il faut m'arrêter, parce que je suis très bavard. Donc, on s'est dit, tiens, ça rentre bien dans le pattern Big Data, dans le pattern HD Insight, puisqu'on utilise beaucoup Azure aussi. Sachez que le site vTraffic et tous les calques que vous avez là viennent de Azure. On est très friand de Microsoft. Et on s'est dit, pourquoi on n'utiliserait pas HD Insight, Hadoop, et donc HD Insight, pour traiter justement ce gros volume de données-là. Alors, Hadoop, parce que c'est fait pour multiplier le travail sur des centaines de nœuds. Et HD Insight, pourquoi? Parce que ça répond à un besoin de mon chef qui est ponctuel. C'est tous les mois, on doit lui rendre les chiffres pour aller négocier le mois prochain avec le fournisseur. Donc nous, ce qu'on ne veut pas, c'est monter une grosse plateforme de nœuds Hadoop et compagnie à la maison pour l'utiliser pendant 10 minutes, faire ses rapports et après tout désinstaller. Ça coûte cher. Donc on se dit, HD Insight, ça répond bien à ce besoin-là, dans le sens où on peut créer la plateforme Hadoop, on fait nos traitements et après on la supprime. Et ça, c'est génial. Et on n'a pas vu ça ailleurs, donc on s'est dit, tiens, en plus on est friand de Microsoft, on va essayer ça sur HD Insight. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le même, c'est le workflow en fait qu'on utilise. On reprend les archives FCD, la petite table qui contient les 36 000 cantons de France avec l'info, les index géospatiaux, on crée ces deux fichiers-là. Alors, les archives FCD, ce n'est pas un fichier, mais des centaines et des centaines de fichiers dans des répertoires. Et justement, ce qu'on a vu tout à l'heure, juste à la petite démo avant, c'est qu'il est capable d'aller lire tout un répertoire, enfin même plusieurs et des centaines de répertoires. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Hive pour créer des tables de ces deux choses-là. Ensuite, on utilise toujours Hive pour importer les données archives FCD dans les tables. En fait, on crée la table de référence géospatiale qui provient du fichier grâce à Hive. Et ensuite, avec Hive, on crée les archives et on les met dans une table. Ensuite, on s'est dit, alors ce workflow HD Insight, avant de commencer à travailler avec HD Insight, on a appelé Benjamin et on a dit, voilà, on a un vrai besoin terrain, comment on peut faire pour adapter ça sur HD Insight, pour faire le traitement rapidement. Et donc, avec Benjamin, nous a dit, passez par Hive pour entrer les données dans des tables Hive, et puis après, toujours par Hive, il est capable de lancer un process, qui soit un script Python par exemple, pour aller faire après le point polygone sur chacune des tables. Le point polygone, c'est-à-dire il prend chacun des points et il check si c'est dans un polygone, et si c'est oui, plus 1 sur ce polygone, et puis il fait comme ça 36 millions pour un mois, pour 2 mois, sachant que je ne sais plus combien de fournisseurs, mais j'en ai au moins une trentaine à faire après derrière. Et donc, on exécute le Python, le script Python, et après on fait les requêtes d'agrégation, c'est-à-dire on rassemble les données. Bien sûr, si on dispatch. Donc là, ça rentre bien dans le process MapReduce et compagnie. Et puis après, une fois qu'on a ces données dans Hive, on met le petit connecteur qui va bien avec SQL Server, et puis on rentre ça dans des tables SQL Server, on fait marcher un SSRS qui fait un report. À la limite, avec ce que j'ai vu sur Power BI hier, on pourrait même le faire en Excel. Et après, on intègre ça sur un SharePoint, et comme ça, mon chef, il arrive avec directement les rapports sur SharePoint à présenter aux fournisseurs.
Voilà, donc c'est ce qu'on s'était fixé comme workflow avec HD Insight. Voilà. Donc la première chose, je peux te demander de faire le petit small. Donc la première chose qu'on a fait, c'est on a fait le Python, le programme en Python. Nous, on l'a fait avec Sébastien ici. Excusez-moi, j'ai oublié de présenter Sébastien Chivéry, qui fait partie de l'équipe de développement. On a fait le Python, le programme Python, qui fait le point polygone. Et on a demandé à Benjamin de nous aider sur l'implémentation de ce Python avec Hive et dans HD Insight. Voilà. Donc ici, en gros, on a le point polygone. Et on a trouvé une belle petite librairie qui s'appelle Shapely, je ne sais pas si on la voit ici, qui nous permet de faire un point polygone. En fait, on la voit, sauf que le import, au lieu de mettre juste import Shapely, on a commencé par faire un from shapely.geometry import point. Et si ça ne marche pas, dans ce cas-là, on dézip le module et on l'installe. Parce que comme on est dans un cluster qui est créé et redétruit régulièrement, du coup, on embarque tout dans le code, et y compris le module lui-même. Donc en fait, toute cette partie-là, là, dans les imports, ça permet justement de dézipper le module, d'aller mettre la DLL en C dans le répertoire de Python, etc. Donc on a effectivement ces imports qui sont là. En gros, on n'a pas pondu tout le script. Nous, on a pondu la version qui fait vraiment la recherche du point dans le polygone. C'est là, point within polygone. Et Benjamin nous a aidé sur l'implémentation de ça dans HD Insight. Donc ici, on a le Python. Et grâce à ce Python-là, on s'est dit, ça plus l'implémentation, plus le traitement dans Hive, on va regarder ce que ça fait sur un flow de 100 données, sans entrée, sans position véhicule, pour voir déjà ce que ça donne en termes de puissance. Ça me servira après à moi d'analyser sur combien de temps il me faut pour 100, donc combien de temps il me faut pour 37 millions de véhicules pour un mois, et combien de temps il me faut pour 30 partenaires en même temps. Ça me permet aussi à moi de savoir combien va me coûter le cluster. C'est-à-dire que sur 3 nœuds, sur 30 nœuds, sur 40 nœuds, si je veux en combien de temps je veux le faire. Donc on s'est dit, on va se faire un petit small, un petit traitement sur 100 données. On va regarder déjà que l'implémentation fonctionne bien et combien de temps il a mis. Si tu peux nous montrer ça. Donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien parce qu'on l'a changé évidemment 5 minutes avant de venir. Donc évidemment, c'est vrai. Ça ne marche pas complètement bien, mais enfin on peut le lancer quand même, on va voir ce que... ça nous permettra de voir où ça plante. Donc sur le small en fait, ou alors on peut voir ici, à la limite je l'ai lancé juste avant, et puis on verra en gros... Enfin non, on va le lancer. Donc d'abord ce que je fais, c'est que je vais supprimer sur la partie... Donc lui, il travaille dans ce répertoire WASB Work en sortie. Alors, ils sont... Donc ici, donc là, j'ai que des données, en fait, les islogs Hive et Pig qu'on avait créés tout à l'heure, donc qui ne jouent pas. Et puis là, je vais lancer mon job ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait ce job? Il dit, voilà, je lance un nouveau job qui est sur les données qui sont dans le répertoire des données de vtraffic. Dedans, ce job, il s'appelle Hive Python. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance en fait un premier script HQL. Donc HQL, c'est Hive Query Language, donc c'est en gros du SQL. Et puis une fois qu'il a, donc là, qui décrit les données qu'on veut traiter, donc en créant les tables externes en Hive. Et puis ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va faire 2 jobs en parallèle. Donc il va lancer ces 2 jobs 02A et 02B. Qui en gros font exactement la même chose, sauf que le 02A il va travailler que sur la première partie du mois, et le 02B sur la deuxième partie du mois. Donc là en l'occurrence, comme on n'a que quelques enregistrements sur la première partie du mois, le deuxième n'a rien à faire. Et puis une fois que c'est fait, on récupère ça et puis on fait une accumulation de ce qu'on a trouvé dans celui-ci. Qui est là. Donc si on regarde un peu le code de ces scripts-là, voilà, donc ils se ressemblent un peu tous, hein, les scripts dans leurs différentes versions, évidemment. Donc si je prends ça, et puis... alors, ah oui, j'ai une souris en plus, c'est plus pratique. On va mettre celui-là. Ensuite, celui-là. Celui-là et celui-là. Permettre de voir en gros ce que ça fait.
Donc l'idée c'est de dire, donc ça c'est pas sur le small là, mais c'est sur la version complète. Donc en fait ce qu'on dit c'est que on crée une table véhicule. Alors on dit que c'est une table externe, c'est-à-dire qu'en fait les données ne sont pas gérées par le moteur Hive lui-même, elles sont gérées à l'extérieur. Et on dit juste voilà, ce sont des métadonnées qui décrivent les fichiers plats que j'ai. Et ces fichiers plats se trouvent stockés, donc ils sont séparés par des virgules avec des anti/n à chaque ligne, et ils se trouvent dans ces répertoires-là. Donc là, on a créé des partitions en disant pour chaque journée, donc évidemment, c'est ce genre de script, on le générerait. Donc pour chaque journée, le premier, en fait, les données pour les premiers du mois, les données sont dans ce répertoire-là, le 2 du mois, elles sont dans ce répertoire-là, etc. Et donc, ça décrit juste les données qui sont, alors ici, data, vehicles, donc le CMA par date, et donc pour chaque journée, alors là on n'a qu'un seul fichier qui fait quelques dizaines de mégaoctets, mais on pourra avoir plein de petits fichiers aussi, enfin peu importe, lui il travaille par répertoire quoi qu'il arrive. Et donc on lui dit tout ça, c'est une table. Et c'est une table partitionnée par date, ce qui fait que quand on va faire where date égale machin, lui il sait qu'il faut aller dans tel répertoire, donc ça lui permet d'optimiser. Ensuite, on va dire, je vais décrire deux tables qui sont les tables de destination. Donc la table Géo2, donc Géo, on peut lire ça comme étant ville ou canton, ou suivant le niveau de granularité auquel on va, et les véhicules. Et puis ensuite, donc là où à chaque véhicule on associe un canton, par exemple. Et puis ici, c'est la table de deuxième étape, qui est le fait de dire, maintenant ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le cumul pour tous les véhicules en fait, et par canton, c'est-à-dire sur tel canton, j'ai tant de véhicules, sur tel canton, j'ai tant de véhicules, etc. Donc voilà. Alors un point important à noter, c'est que là, en fait, les données sont immuables dans Hadoop, c'est-à-dire qu'on peut les écrire, mais on ne peut pas les modifier, ce qui évite d'avoir des locks et donc qui permet de travailler en parallèle. Et donc ça veut dire que quand on modifie, quand on a besoin fonctionnellement de modifier une donnée, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on recopie le dataset en un autre. C'est pour ça qu'on parle de big data, parce que en fait, on n'arrête pas d'en créer en plus. Donc voilà. Donc sur cette petite partie-là, avec un petit volume de données, on en avait déterminé, je ne sais plus combien, un peu plus de centaines. On avait déterminé que sur 4 nœuds, c'était bien ça, sur l'implémentation de 4 nœuds, on était à 5 secondes par véhicule de traitement. On s'est dit, ça ne va pas le faire. Alors, après, quand on a 5 secondes par véhicule, sachant qu'on en a 37 millions pour un mois et on multiplie encore par 30 sur le nombre de fournisseurs, on se dit non, c'est pas optimisé là, c'est pas bon, il faut faire mieux que ça. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est d'où vient le problème, d'où vient la lenteur? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de nombre de nœuds ou c'est parce que le traitement lui-même n'est pas bon? Donc là, on a fait une nouvelle version où on passe pas les 37 millions de véhicules, mais on débug en fait le script Python, parce après on s'est dit non, le temps, il est dans la fonction qu'on utilise dans le module Shapely pour aller faire le point polygone. Il n'est pas dans l'implémentation de HD Insight. Donc en fait, on a simulé, on a enlevé, en fait, on a commenté le point polygone. Et on a relancé un petit peu comme ça en fait, en gros, traitement. Ouais, voilà, en gros, alors si on regarde juste le traitement, le traitement lui-même, en gros, le select qu'on fait pour associer un véhicule à un canton, on dit select, donc la syntaxe c'est transform les inputs using le script et en sortie les outputs from véhicule ou machin, et donc ça fait un insert dans cette table là. Donc en gros, ça se lit comme ça. Je fais un select dans cette table où la date est entre le 1er et le 15 du mois. J'exécute le script Python qui en entrée va prendre ces paramètres-là. Et cette transformation va me donner en sortie ces paramètres-là. Et ça, je vais l'insérer dans la table Geo2 on Vehicles 1. Et donc, comme ça mettait 5 secondes par véhicule, on s'est dit, tiens, pour voir si ça vient de Python, ce qu'on peut faire, alors c'est le tester unitairement, mais également, c'est remplacer la méthode qui a priori est la plus gourmande, c'est-à-dire celle-ci qui dit je vais regarder dans les 36 000 communes si le point est dans le polygone, et si le point est dans le polygone, dans ce cas-là, je retourne les coordonnées, et sinon, à la fin, si je n'ai toujours pas trouvé, je fais un return none. Je vais remplacer ça par
une fonction plus rapide mais moins intéressante, qui est une fonction de mockup, voilà, qui dit je renvoie GO1 mockup, GO2 mockup. Donc quand on lance cette... en gros, c'est pour savoir d'où vient la lenteur. Hein. C'est pour est-ce que c'est l'implémentation HD Insight qui est lente ou est-ce que c'est le traitement en lui-même qui est lent et à ce moment-là, il faut l'optimiser. Donc là, c'est ce job-là. Alors, j'ai regardé dans quel état est mon cluster. Et en plus, on lui a fait avaler 37 millions, là, cette fois-ci. On lui a fait avaler le flot de données complet. Donc là, j'ai pas de jobs qui sont en train de tourner ici. Voilà. Donc là, je lance celui avec le mockup. Donc, en fait, les variantes, elles sont ici. Et principalement, la variante, c'est le fait de dire que ce que je déploie, c'est le job Python avec le mockup, en fait. Alors, donc je lance ça. On va pas attendre parce que je Et crois puis on va regarder on regardera le principe quand il sera en train de tourner tout à l'heure en fait. Mais en gros voilà, enfin tu peux donner 10 minutes. Le principe. Pour 37 millions de véhicules. Donc en gros, l'implémentation HD Insight, elle est impeccable, tout marche, on voit bien si tu peux lui montrer le mapping, le reduce, un petit peu comment ça se passe. On peut tout suivre dans ce système-là, c'est assez bien fait. Ouais, si et on voit bien que quand on enlève la fonction de point in polygone, là, on est top. Quoi. Là, 37 millions en 10 minutes, c'est impeccable ça. Ça, c'est ce qu'on attendait depuis le départ. Ça, c'est le vrai job qui est en train de s'exécuter là sans le mock-up sur les 37 millions. Donc là, il met un certain temps, effectivement. Et si on regarde dans chacun des nœuds, en fait, en gros, il a ses jobs Python qui sont en train de tourner. Là, on voit les process Python qui sont en train de tourner, qui reçoivent du boulot de la part de Hive. Mais effectivement, pour l'instant, la fonction, elle va regarder bêtement est-ce que c'est dans le premier canton, non, est-ce que c'est dans le deuxième, non, est-ce que c'est dans le troisième, non, etc. Pour chaque point. Ouais. C'est peut-être c'est là en fait où il faut qu'on bosse, c'est-à-dire sur l'optimisation de l'algo qui ne va pas dans les 36 000 positions vérifiées dans chaque polygone, mais qui utilise un autre algorithme pour se rapprocher et d'aller beaucoup plus... Le Centroid, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de système. En fait, l'algo point polygone, le script Python, ce que nous on a pondu, en fait, c'est pas assez performant si on veut obtenir des temps supérieurs. Après, vous allez me dire, t'as qu'à mettre 30 nodes, 30 nodes HD Insight. Oui, mais ça va me coûter cher. On va mettre de la force pour un truc qui n'est pas forcément optimisé, en fait. Voilà. Donc, je sais pas si... Donc là, on va le regarder là s'exécuter. Attends, je regarde juste si je le vois s'exécuter. Hop. Est-ce qu'il a démarré là, la partie mockup? Oui. Donc là, il est en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vient de lancer les deux jobs. Donc là, les jobs Templeton sont des jobs juste de contrôle en fait, qui assurent la communication entre l'intérieur et l'extérieur du cluster. Donc la communication avec PowerShell. Et puis ensuite, les deux vrais jobs eux-mêmes vont être lancés en dessous. Donc on va en voir deux autres. On va attendre 30 secondes qu'il les lance. En attendant, on peut voir mon dernier slide qui est le... donc on a vu une autre implémentation qui s'appelle le R-Tree. On va voir si on ne peut pas implémenter ça comme piste d'amélioration, ce genre de choses-là. Voilà. Plutôt que de prendre un point pour chaque point, aller vérifier sur les 36 000 polygones si ce point-là et faire un +1 sur parce que ce polygone-là, on va... Alors, il y a des solutions comme j'ai expliqué Centroid tout à l'heure, mais le R-Tree me semble un petit peu plus sympa. Voilà, faire avec 3 variantes comme ça, mais en gros, c'est beaucoup plus simple, ça marche par élimination, on va dire. C'est comme un index B-tree en fait, sauf que là c'est régional, quoi. Donc c'est graphique. Voilà, c'est ça. Donc on met en fait tous les polygones d'une région, par exemple, dans un rectangle. Donc là, vérifier si on est dans le rectangle, c'est facile, parce que c'est juste inférieur, supérieur. Et donc à la fin, comme les rectangles se superposent un peu, on peut avoir à tester dans tous les polygones de 2 rectangles, mais au moins on ne teste pas sur tout, quoi. Donc en fait, on va travailler sur l'implémentation du code Python pour utiliser ce genre d'algo et optimiser le fait que pour un traitement, on ne soit pas à 5 secondes pour un point, mais qu'on soit en millisecondes, quoi. Et à ce moment-là, ça justifiera l'utilisation d'HD Insight. Je pense que pour la prochaine démo, on sera à moins de 10 minutes pour 37 millions de polygones. Voilà.
Donc voilà, on peut montrer peut-être le rapport que vous cherchez à avoir aussi. Donc là, voilà, ça c'est les jobs en train de s'exécuter là. Donc ça c'est avec le mock-up et donc on le voit s'exécuter ici et puis dans chaque donc je sais pas si vous voyez ici mais voilà. Donc en gros les CPU sont bien utilisés sur les worker nodes et il est en train d'avancer dans son job quoi quand le job Python ne fait pas grand chose. Mais c'est bien, on voit par cet exemple-là que c'est bien vers là qu'il faut qu'on se dirige, vers le HD Insight, le Hadoop, sur ce genre de solution-là. Et on voit aussi, avec notre exemple, qu'il ne faut pas plonger la tête dedans et mettre un maximum de force brute pour faire un traitement qui n'est pas forcément bien adapté. Il ne faut pas travailler que sur mettre de la force brute, il faut aussi travailler sur ce qu'on donne à travailler sur chacun des nœuds. Mais le MapReduce, là, il marche super bien sur le HD Insight. Ça distribue bien, c'est impressionnant. Ok, donc tu veux démontrer le rapport ou... Ah oui, et après, en fait, viens mon petit camarade. Et voilà. Après, on avait ce... Donc une fois qu'on avait nos résultats, tiens, reçu une mission. Ah vas-y, je t'ai pas... Comme par hasard. Ouais. Une fois qu'on avait ça, je voulais alors, je sais pas si vous avez vu rapidement, mais... Vas-y, refresh. Viens montrer, viens montrer. En gros, c'est un rapport avec la carte de France et puis le nombre de positions véhicules pour ce fournisseur-là dans une zone, dans une ville, on zoomait. Enfin voilà, c'était ça. Sébastien vous le montrera, mais après. Un jour. Voilà, ça marchera. Très bien. Donc, écoute, merci beaucoup. Donc, quelques autres utilisations d'HD Insight. Donc, il y a par exemple un éditeur de jeux sur Facebook qui fait une analyse de log. Donc, chaque jour, ils ont une page PHP qui lance le cluster HD Insight, qui fait l'analyse pendant 1 heure et puis qui redétruit le cluster HD Insight. Donc, et puis le reste de la journée, ils accumulent les logs en fait dans le blob storage. Il y a une banque qui est en train de faire de l'analyse de tweets aussi avec HD Insight comme ça. Après, côté corp, dans l'utilisation par Microsoft, il y a aussi HD Insight qui est utilisé pour regarder, pour détecter, je crois, des tricheurs sur Halo 4. Avec les jeux, c'est souvent ça d'ailleurs. C'est par exemple quels sont ceux qui passent 5 niveaux en une journée alors qu'en moyenne un niveau c'est par mois. Donc quand il y en a un qui fait 5 niveaux en une journée, en général ça fait un peu une exception, donc on le voit, mais évidemment il faut traiter pas mal de données pour s'en apercevoir. Et puis il y a également l'analyse des minutes qui sont utilisées sur Skype, donc ça fait un peu de données aussi. Donc là je crois qu'ils n'ont pas qu'un cluster HD Insight, je crois qu'ils en ont un paquet qu'ils utilisent. Juste un point sur combien ça coûte. Vous pouvez aller sur windowsazure.com/pricing. Et alors, faut regarder le petit prix, pas le gros, parce que c'est plus petit. Non, mais en gros, là où c'est pas complètement faux quand même, je vous ai mis là un cluster avec 10 nœuds, 10 worker nodes, donc c'est 10 quadripro, en plus de l'Octopro qui est en head node. Et en fait, ça coûte $1, alors là c'est en dollars, $1,92 par heure. Et donc ça aboutit à des calculs comme ça. Si on prend un scénario où on analyse, par exemple, on analyse des réseaux sociaux, donc on écoute les réseaux sociaux. Donc là, on a une petite machine. Où est-ce qu'elle est, là, on a une... Enfin bon, on a une petite machine, en gros, qui écoute les réseaux sociaux, donc elle va coûter dans les $40. Elle accumule ces données dans du blob storage sur 1 Tera. Donc là, on va en avoir pour peut-être 500 gigas parce qu'on va régénérer 500 gigas en analysant la donnée. Mais... Donc là, on va avoir 53 euros de données. Et puis, ça va générer un peu des transactions, on va récupérer un peu de données, etc. Mais en gros, le cluster HD Insight lui-même, en fait, dans l'histoire, il coûte que 14,30 € parce qu'en fait, on a notre cluster 80 nœuds, mais il s'exécute que 2 heures par semaine. Donc en fait, le côté élastique fait que, en gros, cette analyse-là ne va pas coûter forcément grand-chose. Donc c'est pas la partie Hadoop elle-même qui va coûter le plus cher, ça va être le fait de stocker beaucoup de données, et encore,
Là, on a un Tera pour 53 €, c'est pas non plus monstrueux. Donc voilà, donc vous pouvez aller sur cette URL windowsazure.com/pricing pardon, si vous, si vous voulez reprendre la photo. Donc windowsazure.com/pricing pour voir pour voir comment calculer. Donc voilà, donc HD Insight, donc c'est de la Hadoop en tant que service, c'est automatisable, ça permet de faire une exécution distribuée de transformation de données, et on a des langages de script de plus haut niveau que du map ou du reduce qui se programmeraient en Java, et donc qui permettent de travailler de façon plus sympathique. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je vous écoute.